Le vent glacé hurlait à travers les fissures de la vieille maison de pierre. La pluie battait violemment contre les vitres ternies. Céline se tenait debout dans la pénombre du couloir. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle regardait le manteau déchiré de son fils aîné. Le tissu était abîmé au-delà de toute réparation. Ce n'était pas seulement un vêtement ruiné, c'était le symbole de son épuisement total. La pauvreté serrait sa gorge comme un étau invisible. Chaque jour était un combat acharné pour la survie de ses enfants. Elle ferma les yeux pour retenir ses larmes. La porte d'entrée s'ouvrit soudainement. Son mari apparut sur le seuil. Il n'y avait aucune chaleur dans son regard, seulement de l'agacement et du ressentiment. À cet instant précis, Céline comprit que sa vie allait basculer. Une tension insupportable flottait dans l'air. Le point de rupture était enfin atteint. L'histoire qui commence ce soir n'est pas celle d'une défaite. C'est le récit incroyable d'une femme brisée qui a trouvé la force de renaître de ses cendres. Céline avait passé son enfance dans les couloirs froids d'un orphelinat de la banlieue lyonnaise. Abandonnée une première fois par ses parents biologiques, elle avait ensuite été rejetée par sa famille d'accueil. Ces traumatismes avaient forgé en elle une peur viscérale de l'abandon. Elle s'était réfugiée dans le dessin pour survivre. Puis elle avait rencontré Laurent. Il était plus âgé, séduisant et semblait offrir la sécurité dont elle rêvait. Mais le masque était vite tombé. Laurent était un homme profondément égoïste et paresseux. Il fuyait les responsabilités avec une habileté déconcertante. Quand leur troisième enfant était né, il avait imposé un déménagement dans un village isolé d'Auvergne. Son excuse était de réduire les dépenses. La réalité était qu'il voulait cacher son propre échec professionnel. Céline enchaînait les petits boulots. Elle faisait des ménages à l'aube. Elle travaillait à la fromagerie locale l'après-midi. Laurent, lui, se plaignait de tout. Il gardait son maigre salaire pour ses propres plaisirs. La maison tombait en ruine. L'amour s'était évaporé depuis longtemps. Il ne restait que le poids écrasant du quotidien. Céline, à l'aube de ses 30 ans, se sentait déjà comme une vieille femme fatiguée par l'existence. Hugo entra dans la cuisine en traînant les pieds. Son visage était baissé, ses mains nerveuses tripotaient le bord de sa chemise. Céline laissa échapper un profond soupir. La fatigue pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. Elle s'approcha de son fils de 9 ans. Hugo leva timidement les yeux. Sa lèvre inférieure tremblait. Il raconta la bagarre dans la cour de l'école. Ce n'était pas de sa faute, jura-t-il, mais le résultat était là. Son manteau d'hiver était complètement déchiré. La manche droite pendait pitoyablement. Une large entaille traversait le dos. Céline sentit son estomac se nouer. Ce manteau avait coûté une fortune pour leur maigre budget. Lucas, le cadet, observait la scène depuis la table. Il savait que la situation était grave. Il attendait que la colère maternelle éclate. Mais Céline ne cria pas. Elle s'assit lourdement sur la chaise en bois grinçante. Le silence dans la pièce était assourdissant. La petite Chloé, assise sur le tapis, serrait sa poupée usée. Elle sentait la détresse de sa mère. Céline prit le manteau entre ses mains calleuses. Le tissu froid lui rappelait la cruauté de leur situation financière. Comment allait-elle payer une nouvelle veste avant l'arrivée de la neige? Chaque centime était déjà compté et recompté. Une larme solitaire roula sur sa joue pâle. Hugo se jeta dans ses bras en sanglotant. Il murmurait des excuses désespérées. Céline caressa doucement les cheveux de son garçon. Elle savait que la vraie tempête n'était pas la veste déchirée. La vraie tempête allait franchir la porte d'entrée d'une minute à l'autre. La lourde porte en chêne claqua violemment. Laurent entra dans le vestibule. L'odeur âcre du tabac froid l'accompagnait. Il retira ses chaussures boueuses en soupirant bruyamment. Son regard balaya le salon mal éclairé. Il vit les enfants silencieux. Il vit Céline courbée sur la table, une aiguille à la main. Un rictus de mépris déforma ses lèvres. Il ne demanda pas comment s'était passée leur journée. Il ne remarqua pas les yeux rouges de sa femme. Sa seule préoccupation était son propre confort. Il marcha d'un pas lourd vers la cuisine. L'écho de ses pas résonnait comme un avertissement. Il ouvrit brutalement la porte du réfrigérateur. La lumière blafarde éclaira son visage irrité. Il chercha son repas du soir. Ne trouvant rien à son goût, il laissa éclater sa frustration.
il attrapa violemment le petit pot de yaourt à la fraise. C'était le dessert réservé à Chloé pour le lendemain. Céline bondit de sa chaise comme une lionne blessée. Son aiguille tomba sur le sol. Elle s'interposa entre son mari et le réfrigérateur. Sa voix tremblait d'une colère contenue depuis des années. Elle lui expliqua que ce yaourt était pour la petite. Laurent haussa les épaules avec un dédain insupportable. Il l'accusa d'être responsable de leur misère. Il cracha que cette famille nombreuse était un fardeau qu'il n'avait jamais voulu. Ses mots étaient des lames empoisonnées. Céline sentit son cœur se briser définitivement. L'homme qu'elle avait épousé n'existait plus. Il n'y avait devant elle qu'un étranger cruel, un homme prêt à voler la nourriture de sa propre fille par pur égoïsme. Le lendemain soir, l'atmosphère de la maison était électrique. Céline rentra du travail avec les enfants. Leurs pas résonnaient sur le vieux parquet. Ils s'arrêtèrent net dans l'encadrement du salon. Une énorme valise en cuir noir trônait au centre de la pièce. Laurent était assis sur le canapé usé. Il portait sa plus belle chemise. Une odeur de parfum bon marché flottait dans l'air. Céline posa ses sacs de course sur le sol. Son visage resta impassible. Elle demanda calmement ce que signifiait ce bagage. Laurent se leva avec une théâtralité ridicule. Il gonfla le torse. Il lui annonça qu'il partait. Il prétendit avoir trouvé une femme qui le comprenait vraiment, une femme qui n'était pas obsédée par l'argent et les enfants. Il parlait de Valérie, la nouvelle employée de la mairie. Céline ressentit une immense envie d'éclater de rire. La situation était d'un pathétique absolu. Elle ouvrit la porte d'entrée en grand. Le vent glacial s'engouffra dans la pièce. Elle lui ordonna de sortir sans ajouter un mot. Laurent voulut faire une sortie dramatique et digne. Il attrapa la poignée de sa valise avec arrogance. Il marcha vers la porte la tête haute. Mais son pied heurta violemment la latte de parquet cassée. Celle-là même que Céline lui demandait de réparer depuis 6 mois. Il perdit l'équilibre de façon spectaculaire. Ses bras s'agitèrent dans le vide. Il s'étala de tout son long sur le perron en béton. Le bruit fut sourd et humiliant. Les enfants restèrent de marbre. Céline esquissa un fin sourire. L'illusion était rompue. Laurent ramassa ses affaires dans la précipitation et disparut dans la nuit sombre. Le premier matin sans Laurent se leva sur le village. Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux fins. Céline ouvrit les yeux. La place à côté d'elle dans le lit était froide et vide. Pendant un instant, l'angoisse lui serra la poitrine. L'immensité de sa tâche de mère célibataire lui apparut dans toute sa brutalité. Mais soudain, elle prit une grande inspiration. L'air semblait plus léger. La maison était plongée dans un silence paisible et rassurant. Il n'y avait pas de ronflement bruyant. Il n'y avait pas de réprimande matinale. Elle repoussa les couvertures avec une énergie nouvelle. Elle enfila son vieux peignoir en laine. Elle descendit dans la cuisine glaciale. Ce matin, elle allait préparer des crêpes. C'était un luxe rare dans leur quotidien austère. Elle mélangea la farine, les œufs et le lait avec des gestes précis. L'odeur douce de la pâte chaude commença à embaumer toute la maison. La petite Chloé apparut dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux blonds étaient en bataille. Elle frottait ses yeux ensommeillés, elle renifla l'air et un sourire radieux illumina son visage angélique. Céline la prit dans ses bras et la serra très fort. La chaleur du petit corps contre le sien lui donna une force indicible. Bientôt, Hugo et Lucas descendirent les escaliers en courant. Leurs rires éclatèrent dans la cuisine. Céline les regarda, se disputer joyeusement pour la première crêpe. Une conviction profonde s'installa dans son âme meurtrie. Ils allaient s'en sortir. La tempête était passée. Le soleil brillait à nouveau sous leur toit modeste. La clochette de la porte d'entrée tinta joyeusement. Sophie fit irruption dans la cuisine comme une tornade bienveillante. C'était la meilleure amie de Céline. Elle travaillait à la boulangerie du village. C'était une femme grande, forte, avec une voix qui portait à des kilomètres. Elle avait les joues rouges par le froid du matin. Elle tenait dans ses bras un énorme sac en papier. Une délicieuse odeur de croissants chauds et de pain frais envahit la pièce. Sophie posa son fardeau sur la table en bois. Son regard perçant se fixa immédiatement sur Céline. Tout le village savait déjà que Laurent avait plié bagage. Les rumeurs allaient bon train à la boulangerie dès 6 heures du matin. Sophie distribua des pains au chocolat aux 3 enfants émerveillés.
Elle leur ordonna gentiment d'aller jouer dans le salon. Une fois seule, Sophie attrapa les mains de Céline. Ses yeux pétillaient d'une colère protectrice. Elle déclara haut et fort que ce départ était une bénédiction. Elle n'avait jamais caché son mépris pour Laurent, elle le considérait comme un parasite qui aspirait la lumière de son ami. Céline baissa les yeux, confuse. Une petite voix intérieure lui disait que Sophie avait raison. Mais la peur de l'avenir la paralysait. Comment allait-elle payer les factures d'électricité et de chauffage? Sophie éclata de son grand rire réconfortant. Elle promit à Céline qu'elle ne serait jamais seule. Elles étaient des guerrières, elles allaient affronter ce monde ensemble. Céline sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de pure gratitude. Le week-end fut consacré à un grand nettoyage de printemps. Céline voulait effacer toutes les traces de son passé douloureux. Elle ouvrit grand les fenêtres de la maison. L'air vif et parfumé de la campagne chassa l'odeur persistante du tabac. Elle frotta le parquet en bois avec une énergie féroce. Elle déplaça les meubles lourds pour repenser l'espace. Le petit lit de Chloé fut installé dans la grande chambre maternelle. Les deux garçons purent enfin avoir une pièce rien que pour eux. L'espace semblait soudain immense et accueillant. Le vieux chat de la famille, surnommé Brioche en raison de son poids imposant, observait ce remue-ménage avec méfiance. Il sautait de meuble en meuble pour éviter l'eau savonneuse. Céline s'arrêta un instant pour respirer. Ses bras lui faisaient mal, son dos était en compote, mais son esprit était d'une clarté absolue. Elle regarda son salon propre et rangé. Les rayons du soleil faisaient briller les vitres lavées. Il n'y avait plus de chaussures sales traînant au milieu du passage. Il n'y avait plus de verre à moitié vide sur la table basse. Une paix immense descendit sur ses épaules. Elle se sentait propriétaire de sa propre vie. Elle préparait une sauce tomate mijotée avec des herbes du jardin. L'arôme de l'ail et de l'origan flottait doucement. Les enfants rentrèrent de leur jeu en plein air. Leurs joues étaient sales, mais leurs sourires éclatants. Le repas du soir se déroula dans un calme merveilleux. Pas de cris, pas de reproches, juste le bruit des fourchettes et des rires enfantins. La nuit était tombée sur le petit village auvergnat. Les enfants dormaient profondément sous leurs couettes épaisses. Céline était assise à la table de la cuisine, éclairée par une simple bougie. On frappa doucement au carreau de la fenêtre. C'était Sophie. Elle entra discrètement, tenant 2 bouteilles de vin rouge local. Les 2 femmes s'installèrent confortablement. Le vin coula dans les verres étroits. La chaleur de l'alcool détendit leurs muscles crispés. Sophie commença à parler de son propre passé. Peu de gens savaient ce qu'elle avait traversé avant d'arriver dans ce village. Elle raconta sa vie à Marseille, 10 ans plus tôt, son mariage avec un homme violent, les coups encaissés en silence dans la pénombre d'un petit appartement sordide. Un soir, elle avait cru mourir. Elle s'était défendue avec l'énergie du désespoir. L'intervention d'un jeune inspecteur de police avait sauvé sa vie. Cet homme s'appelait Julien. Il avait cru en elle. Il l'avait aidée à fuir et à recommencer à zéro. Céline écoutait, fascinée et bouleversée par le courage de son amie. Elle comprit pourquoi Sophie était si féroce envers les hommes lâches. Sophie avoua alors son grand secret. Julien venait de temps en temps la voir au village. Il l'aimait en silence, mais elle était trop terrifiée pour lui ouvrir son cœur. Ses cicatrices intérieures saignaient encore. Céline posa sa main sur celle de Sophie. Dans cette nuit silencieuse, 2 femmes meurtries par la vie se firent une promesse silencieuse, celle de guérir et de ne plus jamais se laisser détruire. Quelques semaines plus tard, la routine s'était installée. C'était jour de paye à la fromagerie. Céline décida d'emmener les enfants faire les courses au supermarché du bourg voisin. C'était un événement joyeux. Ils avaient calculé le budget pour s'offrir un paquet de bonbons et de la vraie viande de bœuf. Les sacs en plastique pesaient lourd sur le chemin du retour. Le soleil brillait ardemment sur les trottoirs étroits. En tournant au coin de la rue principale, près de la place de l'église, ils s'arrêtèrent net. Laurent marchait vers eux. Il tenait Valérie par le bras. Elle était maquillée à outrance. Elle portait un tailleur rouge beaucoup trop ajusté pour la campagne. Le cœur de Céline eut un raté. Elle voulut traverser la rue pour les éviter, mais Valérie accéléra le pas. Laurent semblait gêné, presque pathétique dans son silence.
Valérie prit la parole avec une voix aiguë et perçante. Elle reprocha à Céline de manipuler les enfants pour apitoyer son ex-mari. Elle affirmait que la maison de pierre leur revenait de droit. Céline sentit une colère froide et tranchante monter en elle. Elle redressa les épaules. Elle posa ses lourds sacs par terre. D'une voix d'un calme effrayant, elle recadra Valérie devant les passants curieux. Elle expliqua haut et fort que Laurent n'avait jamais versé un centime pour la maison. Elle ajouta avec ironie que Valérie allait bientôt découvrir les joies de payer une pension alimentaire pour 3 enfants. Le visage de Valérie se décomposa. Elle se tourna furieusement vers Laurent. Céline ramassa ses sacs. Ses enfants se tenaient droits et fiers à ses côtés. Elle passa son chemin, victorieuse et indifférente. Le jour de l'audience au tribunal de grande instance fut gris et pluvieux. Le vieux bâtiment en pierre semblait écraser les âmes sous son poids. Céline patientait dans le couloir glacial. Sophie était assise à côté d'elle, serrant fermement sa main glacée. Laurent arriva en retard. Son costume bon marché était froissé. Une odeur tenace d'alcool rance émanait de lui. Il regarda Céline avec un mélange de haine et de terreur. Dans la salle d'audience, le spectacle fut pitoyable. Laurent tenta un plaidoyer misérable devant la juge aux affaires familiales. Il gémit que ses enfants n'étaient pas désirés. Il prétendit être ruiné et incapable de subvenir à leurs besoins. Il essaya de rejeter toute la faute sur l'incompétence de sa femme. La magistrate, une femme d'âge mûr au regard perçant, l'écouta dans un silence glacial. Elle regardait les documents prouvant l'achat de la maison par Céline et les fiches de paie médiocres de monsieur. Le verdict tomba comme un couperet acéré. Le divorce fut prononcé aux torts exclusifs de Laurent. Il fut condamné à verser une pension alimentaire conséquente. L'arriéré s'appliquait depuis le jour de son départ. Dans les couloirs du tribunal, Laurent explosa de rage. Il hurla des insultes tellement violentes que les gendarmes durent intervenir pour le maîtriser. Valérie, qui attendait dehors sous son parapluie rouge, comprit soudain la réalité financière de son amant. Elle tourna les talons sans dire un mot. Céline sortit du tribunal. Elle respira l'air humide de la ville. Le poids de 10 années de servitude venait enfin de s'envoler de ses épaules. Le mois d'avril apporta les premières douceurs du printemps. Les bourgeons éclataient sur les branches des vieux chênes du village. Céline décida d'organiser un barbecue dans son petit jardin pour célébrer leur liberté. Les rayons obliques du soleil couchant teintaient le ciel d'un orange spectaculaire. Hugo et Lucas couraient joyeusement sur l'herbe fraîche. Ils jouaient à cache-cache derrière le grand tas de bois de chauffage. Chloé faisait des couronnes avec des pâquerettes sauvages. Sophie était arrivée tôt avec des saucisses artisanales et du bon pain. Le feu crépitait dans le vieux foyer en briques. Les rires résonnaient dans la cour. Pour la première fois depuis des années, Céline se sentait vraiment jeune. Son visage libéré de l'angoisse permanente rayonnait d'une beauté naturelle. Mais alors que la nuit tombait et que les enfants allaient se coucher, une ombre passa sur le visage de Sophie. Les braises rougeoyaient doucement. Céline versa une tasse de tisane à son amie. Elle lui demanda doucement ce qui n'allait pas. Sophie fondit en larmes. Julien, le policier au cœur tendre, n'avait pas donné de nouvelles depuis plus d'1 mois. Elle avait repoussé ses avances par peur, et maintenant le silence était insupportable. Elle craignait qu'il ne lui soit arrivé malheur dans l'exercice de ses fonctions à Marseille. Céline écouta patiemment. Elle réconforta son amie avec des mots doux. Elle la convainquit qu'il fallait avoir confiance. L'amour véritable trouve toujours son chemin, même à travers les tempêtes les plus sombres. La lune était voilée par de minces nuages effilochés. Sophie venait de partir. Céline fermait le portail en fer forgé du jardin. Le grincement métallique déchira le silence nocturne. En se retournant vers la maison, elle perçut un mouvement furtif près du vieux mur de pierre recouvert de lierre. Une silhouette humaine se détachait de l'obscurité. Céline sentit son sang se glacer. Elle serra les poings, prête à se défendre. Une voix faible, brisée et tremblante s'éleva dans la pénombre. « N'ayez pas peur, mon enfant. » Céline fit un pas hésitant en avant. La lumière de la petite lampe du porche révéla une vision déchirante. Une femme âgée, peut-être dans les 70 ans, se tenait là. Ses vêtements étaient de véritables haillons, couverts de boue séchée.
Ses cheveux gris étaient emmêlés comme des broussailles, son visage était creusé par une faim atroce. Mais ce qui frappa Céline, ce furent ses yeux. Des yeux sombres, intelligents, mais totalement perdus dans un abîme de confusion. La vieille femme sentait la bonne odeur de viande grillée qui flottait encore dans l'air. Elle demanda avec la timidité d'un oiseau blessé s'il restait un petit morceau de pain. Céline avala sa salive. Elle demanda à l'inconnue son nom et d'où elle venait. La femme se mit à pleurer silencieusement. De grosses larmes traçaient des sillons clairs sur ses joutes noircies par la crasse. Elle avoua d'une voix brisée qu'elle ne savait plus. Elle ne se souvenait ni de son nom, ni de sa vie. Le vide absolu. Sans la moindre hésitation, Céline ouvrit grand le portail. La pitié écrasait la peur. Elle invita l'inconnu à entrer se mettre à l'abri. L'intérieur de la maison offrait un contraste saisissant avec le froid mordant de la nuit. Céline installa la vieille femme sur la chaise la plus confortable de la cuisine. Elle fit chauffer de l'eau sur la cuisinière à gaz. Elle rassembla les restes du dîner festif. De la viande tendre, des pommes de terre sautées, du pain frais. La femme regardait la nourriture avec des yeux écarquillés. Elle mangeait avec une lenteur précautionneuse, de peur de paraître malpolie malgré sa faim dévorante. Céline préparait un bain chaud dans la petite salle d'eau. Elle sortit une vieille chemise de nuit, en flanelle, et un peignoir propre. L'étrangère expliqua entre deux bouchées qu'elle s'était inventé un nom, Madame Madeleine, pour ne pas effrayer les gens. Elle raconta sa marche interminable à travers les routes de campagne, ses visites inutiles dans les postes de gendarmerie où on la prenait pour une vagabonde folle à lier. Personne ne la cherchait. Personne ne la réclamait. Céline regarda les pieds nus de la femme. Une exclamation d'horreur lui échappa. Les semelles de ses chaussures s'étaient désintégrées depuis longtemps. Ses pieds n'étaient plus qu'une masse de coupures sanglantes, d'ampoules purulentes et d'écorchures profondes. L'infection n'était pas loin. La douleur devait être insupportable à chaque pas. Pourtant, Madeleine souriait tristement. Elle expliqua que la douleur physique finissait par disparaître quand on perdait toute raison de vivre. L'âme de Céline fut bouleversée par cette détresse infinie. La chaleur enveloppante de la petite salle de bain embuée apaisa les frissons de la vieille femme. Céline s'agenouilla sur le carrelage froid. Elle avait préparé une bassine d'eau tiède additionnée de désinfectant moussant. Avec une douceur infinie, digne d'une infirmière de guerre, elle nettoya les plaies béantes des pieds de Madeleine. L'eau devint rapidement rouge sombre. La vieille femme serrait les dents, mais un soupir de soulagement s'échappait de ses lèvres gercées. En essuyant délicatement la peau meurtrie avec une serviette propre, Céline remarqua un détail troublant. Les mains de l'inconnue n'étaient pas celles d'une paysanne usée par les travaux des champs. Les doigts étaient longs, fins et élégants. Les ongles, bien que sales, montraient les vestiges lointains d'une manucure soignée. La texture de la peau sur ses bras témoignait d'une vie antérieure faite de confort et de raffinement. Cette femme n'avait pas toujours vécu dans la rue. Le mystère s'épaississait. Après avoir appliqué une pommade cicatrisante et de lourds pansements blancs, Céline aida Madeleine à s'installer sur le canapé convertible du salon. Le visage de l'invité était brûlant. Une fièvre fulgurante s'emparait de son corps affaibli. Ses yeux brillaient d'un éclat fébrile et dangereux. Céline courut chercher la boîte à pharmacie. Elle lui administra des antipyrétiques et la força à boire de grandes gorgées d'une infusion de thym et de miel. La nuit s'annonçait longue. Céline s'assit dans le fauteuil voisin, veillant sur cette étrangère tombée du ciel, déterminée à la sauver des griffes de la mort. La lumière matinale perça doucement à travers les volets entrebâillés. Madame Madeleine ouvrit lentement les yeux. Son corps était engourdi, lourd de fatigue, mais la fièvre brûlante avait considérablement diminué. La douce odeur du café fraîchement moulu flottait dans la pièce. Elle tourna la tête. 3 petits visages l'observaient avec une curiosité fascinée. Hugo, Lucas et la petite Chloé se tenaient debout devant le canapé. Ils gardaient une distance respectueuse. Madeleine tenta de s'asseoir. Une douleur fulgurante traversa ses os, lui arrachant un léger gémissement. Chloé fit immédiatement un pas en avant. Ses grands yeux bleus étaient
plein d'une innocence désarmante. Elle tendit sa petite main potelée et caressa doucement le bras de la vieille femme. « Maman dit que vous êtes cassée, mais elle va vous réparer, » murmura la petite fille avec assurance. Les deux garçons hochèrent la tête solennellement. Ils expliquèrent que leur mère préparait des potions magiques quand ils étaient malades en hiver. Madeleine sentit une vague d'émotion lui serrer la gorge. Depuis combien de mois n'avait-elle pas entendu des voix aussi pures? Depuis combien de temps n'avait-elle pas ressenti le contact affectueux d'un enfant? Céline entra dans le salon, essuyant ses mains sur un torchon à carreaux. Elle gronda gentiment les enfants pour avoir réveillé leur invité. Mais le sourire radieux sur le visage fatigué de Madeleine témoignait du contraire. Dans cette humble maison de pierre, l'étrangère amnésique venait de trouver un refuge inespéré pour son âme. La nouvelle de l'arrivée de cette mystérieuse étrangère ne tarda pas à parvenir aux oreilles de Sophie. En fin de journée, la boulangère fit une entrée fracassante dans la maison. Son visage était un mélange d'inquiétude et de stupéfaction. Elle tira Céline par la manche jusque dans l'étroite buanderie. À l'abri des regards, elle murmura frénétiquement. Elle accusait son amie de folie furieuse. Recueillir une inconnue amnésique sans prévenir les autorités était de la folie. Et si cette femme était une dangereuse criminelle en fuite? Et si elle apportait des maladies contagieuses? Céline laissa passer la tempête de mots. Elle posa ses mains sur les épaules de Sophie. Elle lui raconta la nuit terrible, les pieds en sang, la fièvre mortelle, la terreur pure dans le regard de cette femme brisée. Le visage dur de Sophie s'adoucit lentement. La compassion remplaça la méfiance. Son grand cœur ne pouvait pas rester insensible à une telle souffrance. Une idée brillante jaillit soudain dans l'esprit de Sophie. C'était l'occasion parfaite de recontacter Julien. Le beau policier de Marseille travaillait désormais dans les services de recherche nationale. Il avait accès aux fichiers des personnes disparues. Il pourrait enquêter discrètement, prendre des empreintes, croiser les données. Céline sourit malicieusement. Elle voyait bien que son amie cherchait un prétexte pour renouer avec l'homme de sa vie. Le destin semblait tisser des fils invisibles entre toutes ces âmes blessées. L'appel téléphonique fut passé le soir même. La machine était en marche. Les semaines passèrent doucement. Le printemps s'installa définitivement sur la vallée. Madame Madeleine reprenait des forces de jour en jour. Les pansements sur ses pieds furent enlevés. Elle marchait de nouveau, bien que lentement. Elle refusait d'être un fardeau pour Céline. Très vite, elle commença à aider aux tâches ménagères. Mais c'est dans l'éducation des enfants qu'elle révéla son véritable talent. Les évaluations scolaires approchaient. Hugo était en grande difficulté avec les mathématiques. Le soir, la table de la cuisine se transformait en champ de bataille. Les cahiers étaient couverts de ratures. Hugo pleurait de frustration devant les fractions complexes. Céline, épuisée par sa journée de travail, perdait patience. Un soir, Madeleine s'assit doucement à côté du jeune garçon. Sa voix était calme, posée, presque hypnotique. Elle ne cria pas. Elle expliqua les chiffres avec une clarté étonnante. Elle utilisait des morceaux de pommes, des pièces de monnaie, des histoires de marchands. La logique mathématique devenait soudain un jeu passionnant. Hugo s'illumina, les larmes séchèrent. Pour la première fois de l'année scolaire, il compléta ses devoirs sans aucune erreur. Céline observait la scène depuis l'évier. Elle était abasourdie par la pédagogie instinctive de cette femme sans mémoire. La patience de Madeleine était infinie. Elle avait l'autorité naturelle d'une grande professeure ou d'une dirigeante habituée à guider les autres. Le mystère de sa véritable identité devenait de plus en plus fascinant pour la petite famille. L'influence bienfaisante de Madeleine métamorphosa l'ambiance de la maisonnée. Les notes scolaires des enfants s'améliorèrent de manière spectaculaire. Les repas du soir n'étaient plus des moments de stress, mais de longs échanges chaleureux. L'ancienne vagabonde racontait des histoires inventées pour captiver l'auditoire. La maison de pierre brillait de propreté grâce à son aide précieuse. Céline pouvait enfin souffler. Ses traits tirés se détendirent. La fatigue chronique quitta son regard. Un dimanche après-midi, alors que la lumière dorée inondait le salon, Madeleine s'approcha de Céline. Elle la regarda avec une attention professionnelle inattendue. D'une voix douce mais ferme, elle lui suggéra un changement radical.
Les longs cheveux ternes de Céline accentuaient la tristesse de son passé. Madeleine décrivit avec précision la coupe idéale. Un carré, plongeant structuré, une frange légère pour souligner la profondeur de ses yeux noirs. Elle recommanda même une coloration au burn pour raviver son teint pâle. Céline fut estomaquée par le vocabulaire technique utilisé par la vieille femme. Des mots comme dégradé, reflet cuivré, symétrie du visage, sortirent de sa bouche avec une assurance déconcertante. D'où venait ce savoir encyclopédique de l'esthétique? Céline, amusée et intriguée, accepta le défi. Elle fila au supermarché acheter les produits nécessaires. Le soir même, la petite cuisine de campagne allait se transformer en un véritable salon de coiffure parisien. La magie allait opérer sous les mains d'une femme sans passé. La cuisine sentait l'ammoniaque de la teinture et le parfum de la laque. Céline était assise sur une chaise haute, couverte d'une vieille serviette éponge. Les enfants avaient l'ordre de ne pas entrer. Derrière la porte fermée, Chloé s'imaginait que sa mère allait ressortir transformée en princesse de conte de fées. Madeleine maniait les ciseaux de cuisine avec une dextérité époustouflante. Le métal cliquetait à un rythme effréné. Ses doigts volaient dans la chevelure épaisse de Céline. Son visage était concentré, presque en transe. La mémoire de son esprit était effacée, mais la mémoire de ses muscles était intacte. Elle agissait avec la précision chirurgicale d'un maître artisan. 30 minutes plus tard, la coloration était rincée et séchée au vieux sèche-cheveux. Madeleine tendit un petit miroir à main à Céline. Le choc fut vertigineux. La femme misérable, épuisée par des années de mariage toxique, avait disparu. Dans le miroir, une jeune femme élégante, vibrante et incroyablement séduisante la fixait. Les reflets auburn captaient la lumière de l'ampoule tremblante. La coupe sublimait l'ovale de son visage. Des larmes de joie montèrent aux yeux de Céline. Elle prit la vieille femme dans ses bras. Cette dernière souriait modestement, mais son regard trahissait une profonde mélancolie. La certitude était désormais ancrée en elle. Avant le trou noir de sa mémoire, elle avait été une grande coiffeuse, peut-être même propriétaire d'un salon de luxe. Mais comment une femme d'une telle envergure avait-elle pu se retrouver affamée sur les routes de campagne? Le bruit sourd d'un moteur diesel annonça l'arrivée tant attendue. Julien, le grand policier aux épaules larges, descendit de sa voiture dans l'allée gravillonnée. Sophie, rouge comme une tomate, se tenait sur le pas de la porte. L'étreinte fut timide, mais chargée d'une tension électrique indéniable. Céline les accueillit chaleureusement. L'ambiance était festive. Le repas fut délicieux, rythmé par les éclats de rire et les anecdotes du commissariat. Après le dîner, l'atmosphère devint plus solennelle. Julien ouvrit sa lourde sacoche en cuir noir. Il s'installa face à madame Madeleine dans le salon. Il sortit un carnet, un stylo et un appareil photo professionnel. Avec une douceur remarquable pour un homme de son gabarit, il commença son interrogatoire. Il posait des questions subtiles sur des détails, des odeurs, des cauchemars récurrents. Madeleine expliqua qu'elle rêvait parfois de miroirs brisés, de bouteilles de parfum luxueux se fracassant sur un sol en marbre et d'une douleur fulgurante à l'arrière de son crâne. Julien prenait des notes frénétiquement. Il examina doucement la bosse suspecte que la vieille femme portait sous ses cheveux gris. Son visage d'enquêteur s'assombrit. Ce n'était pas l'amnésie naturelle due à la vieillesse, c'était le résultat d'un traumatisme crânien majeur, un coup violent porté à la tête. Julien prit plusieurs photographies sous différents angles. Il promit de diffuser son visage sur toutes les bases de données confidentielles de la police nationale. L'enquête officielle venait de commencer. La vie reprenait son cours normal. Un mardi matin, Céline s'arrêta à la boulangerie avant son service à la fromagerie. Le ciel était radieux, l'odeur du pain chaud la réconfortait. Elle discutait joyeusement avec Sophie quand la clochette tinta sèchement. Valérie entra dans la boutique. Ses traits étaient tirés. Les cernes sous ses yeux témoignaient d'un manque de sommeil évident. Elle aperçut Céline et se figea. Le contraste était brutal. Céline était resplendissante. Sa nouvelle coupe de cheveux lui donnait une allure folle. Valérie, elle, semblait vieillir à vue d'œil sous le poids de la misère de Laurent. Devant la file de clients silencieux, Valérie perdit son sang-froid.
D'une voix stridente, elle ordonna à Céline de reprendre son mari. Elle avoua, devant tout le village, que Laurent était un fainéant pitoyable. Il refusait de chercher du travail. Il passait ses journées sur le canapé devant la télévision. L'argent manquait cruellement. Valérie menaça de le jeter à la rue dès le lendemain si Céline ne le récupérait pas. Le silence dans la boulangerie était absolu. Céline laissa passer quelques secondes de tension extrême. Puis un rire franc, clair et incroyablement libérateur résonna dans la boutique. Elle planta son regard dans celui de la maîtresse désespérée. Elle lui rappela avec une politesse glaçante que cet homme n'était plus son problème. Le divorce était acté. Valérie avait voulu cet homme. Elle devait maintenant en assumer toutes les conséquences. Céline régla sa baguette, fit un clin d'œil à Sophie stupéfaite et sortit sous le soleil éclatant. Le mercredi après-midi, un incident inattendu bouleversa la tranquillité de la maison. Les enfants profitaient de l'absence de leur mère pour explorer le grenier poussiéreux. Hugo cherchait de vieux jouets. En déplaçant une lourde malle en osier, une grande pochette cartonnée noire glissa sur le plancher en bois. Curieux, les enfants l'ouvrirent. Des dizaines de feuilles de dessin épais s'étalèrent sur le sol. Madeleine monta les escaliers grinçants pour voir d'où venait le bruit. Elle se figea devant le spectacle. Les dessins étaient d'une intensité effrayante. Ils représentaient des enfants solitaires sous des orages violents, des arbres noirs décharnés, griffant un ciel tourmenté, des yeux immenses remplis d'une détresse insondable. Le talent était brut, sauvage, presque professionnel. La maîtrise des ombres au fusain et l'utilisation dramatique de la couleur étaient époustouflantes. La signature au bas de chaque œuvre était discrète. Un simple « C ». Céline rentra du travail quelques heures plus tard. Elle trouva Madeleine assise sur son lit, les dessins étalés autour d'elle. Le visage de la jeune femme blêmit brusquement. Ses œuvres étaient les fantômes de son enfance à l'orphelinat de Lyon. C'était la douleur physique de son double abandon traduite sur le papier. Elle tenta d'arracher les feuilles, honteuse de cette noirceur enfouie, mais la vieille femme retint fermement son poignet. Le regard de Madeleine était impérieux et plein de sagesse. Le silence pesait lourdement dans la chambre à coucher. Madeleine refusait de lâcher les poignets de Céline. La vieille femme regarda les dessins bouleversants, puis fixa intensément la jeune mère. D'une voix grave et pénétrante, elle lui parla de l'immensité de son don. Elle lui expliqua que des milliers d'artistes dans les galeries de Paris ou de Lyon vendaient leur âme pour posséder une once de cette émotion brute. Céline baissa la tête. Elle avoua, la gorge serrée, que le dessin avait été sa seule thérapie dans les moments les plus obscurs de son existence. Mais la pauvreté, le mariage désastreux avec Laurent et les exigences de la maternité avaient enterré ses ambitions. Elle n'avait pas touché un pinceau ni un fusain depuis plus de 5 ans. C'était un luxe inutile, disait-elle, un rêve enfantin. Madeleine se leva avec une majesté inattendue. Elle frappa doucement le sol du pied. Elle lui ordonna presque de reprendre les pinceaux. Nier un tel talent, c'était insulter la vie elle-même. La vieille femme promit de s'occuper de la lessive, des devoirs, des repas. Elle dégagerait du temps pour que Céline puisse respirer et créer à nouveau. Les larmes inondèrent le visage de Céline. C'était la première fois de sa vie adulte que quelqu'un croyait en elle, pas seulement en tant que mère dévouée ou épouse servile, mais en tant qu'artiste véritable. La graine de la Renaissance venait d'être plantée dans les cendres de son passé. L'été arriva avec son cortège de chaleur étouffante. La veille de la grande fête du village, Céline prit une décision audacieuse. Elle dépensa une partie de ses économies pour acheter des toiles, de l'huile de lin, des pinceaux de qualité et de la térébenthine dans la ville voisine. Le samedi soir, la place de l'église résonnait de musique festive. Les lampions multicolores éclairaient les danseurs. L'odeur des merguez et des crêpes flottait dans l'air tiède. Tous les habitants étaient dehors, tous sauf Céline. Elle avait confié les enfants à Madeleine et s'était enfermée dans la grange attenante à la maison. Les grandes portes de bois étaient ouvertes sur la nuit étoilée. Elle installa la grande toile blanche sur un chevalet de fortune. L'odeur enivrante de la peinture à l'huile remplit ses poumons. Elle ferma les yeux, se reconnectant à la douleur ancienne et à la nouvelle liberté incandescente qui l'habitait. Le pinceau toucha la toile.
Ce fut une explosion. Elle oublia le temps, elle oublia la faim. Les couleurs se mélangeaient avec une fureur passionnée. Elle peignait la tempête de sa vie, la noirceur de Laurent, la lumière de ses enfants, le mystère insondable de la vieille amnésique. Ses mains étaient tachées de pigments. Des heures passèrent comme des secondes. Quand l'aube pointa à l'horizon, teintant le ciel de violet et d'or, la toile était achevée. Céline s'effondra d'épuisement sur la paille, mais son âme s'envolait haut, libérée de ses dernières chaînes. Le dimanche midi, le jardin de Céline fut transformé en salle de banquet rustique. De grandes tables en bois massif furent dressées sous l'ombre généreuse du cerisier centenaire. La fête du village continuait chez eux en petit comité. Sophie était là, radieuse. Julien, le gendarme, avait prévenu qu'il arriverait un peu en retard. Il devait amener quelqu'un de très important depuis l'aéroport de Lyon. L'ambiance était légère. Hugo gérait fièrement le feu du barbecue avec des gestes d'adulte. La fumée parfumée au sarment de vigne enveloppait la cour. Madeleine coupait des légumes avec une agilité retrouvée. Soudain, le bruit distinctif d'un puissant moteur de berline allemande rompit le calme bucolique. Une voiture noire et luxueuse se gara de l'autre côté du petit portail en fer forgé. Julien en descendit le premier, le visage grave mais arborant un sourire triomphant. Il ouvrit la porte passager. Un homme en émergea. Grand, d'une élégance absolue. Il portait un long manteau d'été de créateur qui jurait avec le décor paysan. Il avait environ 35 ans. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coupés. Ses yeux sombres balayaient le jardin avec une intensité folle. Il tenait dans ses mains une épaisse liasse de documents. Céline sentit son cœur battre plus vite. Cet homme dégageait une autorité naturelle et une aura de pouvoir indéniable. L'atmosphère s'alourdit, le temps sembla suspendre son vol. Le visiteur venait de poser les yeux sur la vieille femme qui épluchait tranquillement des carottes. Le saladier en verre échappa des mains de Madeleine. Il se fracassa sur les pavés en pierre, éparpillant les morceaux de légumes partout. Le bruit sec brisa le silence. La vieille femme resta pétrifiée. Ses yeux immenses fixaient l'élégant visiteur parisien. Une étincelle terrible de reconnaissance traversa son regard. Le blocage mental, si puissant depuis des mois, volait en éclats sous la violence du choc émotionnel. L'homme en manteau luxueux poussa un cri déchirant, un son guttural chargé d'une douleur infinie. « Maman, maman, mon Dieu !» hurla-t-il. Il traversa la cour en courant, bousculant les chaises en plastique. Il tomba lourdement à genoux sur les pavés de pierre rugueux. Il s'agrippa à la taille de la vieille femme, enfouissant son visage dans son tablier usé. Ses épaules larges tremblaient de sanglots convulsifs. Madeleine posa ses mains fines et tremblantes sur la tête de l'homme. La mémoire refluait comme un torrent furieux rompant un barrage. « Maxime, mon petit Maxime !» murmura-t-elle avec une voix qui retrouvait soudain la noblesse de son passé. Céline et Sophie observaient la scène, la main sur la bouche, les larmes coulant silencieusement sur leurs joues. Le mystère était enfin levé. Julien s'approcha doucement de Céline. Il expliqua à mi-voix que cet homme s'appelait Maxime Delacroix. C'était un riche homme d'affaires influent de la région lyonnaise. Il cherchait désespérément sa mère disparue depuis près d'1 an. Une fois l'émotion initiale retombée, le groupe s'installa autour de la grande table en bois. Le silence était religieux. Maxime, les yeux encore rouges et la voix nouée, commença le récit glaçant de cette tragédie. Il tenait fermement la main de sa mère. Il expliqua que madame Madeleine était effectivement une figure respectée de la coiffure haute couture à Lyon. Elle possédait plusieurs salons prestigieux. L'enfer avait commencé quand Maxime avait épousé une femme séduisante mais redoutable, nommée Isabelle. Rapidement, Madeleine avait percé à jour la véritable nature de sa belle-fille, une manipulatrice avide d'argent, prête à tout pour s'accaparer la fortune familiale. Une confrontation violente avait eu lieu dans la grande villa familiale, un soir où Maxime était en voyage d'affaires à l'étranger. Isabelle, acculée, avait frappé violemment Madeleine à l'arrière du crâne avec une lourde statue de bronze. Croyant l'avoir tuée, elle avait paniqué. Elle avait chargé le corps inanimé dans le coffre de son 4x4. Elle avait conduit des heures dans la nuit noire. Elle l'avait abandonné comme un vulgaire déchet
sur une route déserte d'Auvergne, loin de tout. Le coup violent et le traumatisme psychologique avaient effacé la mémoire de la vieille dame. Maxime raconta sa descente aux enfers, les mensonges d'Isabelle, les détectives privés engagés à prix d'or, l'enquête qui tournait en rond jusqu'à ce que Julien fasse correspondre les photos sur les registres nationaux. Isabelle était désormais derrière les barreaux pour tentative d'assassinat. La justice était en marche. La tension du récit retomba comme un voile lourd sur le jardin estival. Chloé, la petite dernière de Céline, avait écouté toute l'histoire depuis les marches de la terrasse. Elle tenait fermement contre sa poitrine sa poupée préférée, un jouet ébouriffé que sa mère avait réparé tant de fois. Elle descendit lentement les marches de pierre. Ses petits pas hésitants crissaient sur le gravier. Elle s'approcha de Maxime, le géant milliardaire qui intimidait tout le monde. L'homme d'affaires la regarda avec étonnement. Chloé tendit ses petits bras. Elle offrit solennellement sa poupée à l'inconnu. Les larmes brillaient dans ses grands yeux innocents. D'une petite voix tremblante mais décidée, elle lui fit promettre une chose. Il pouvait prendre la poupée et même ses autres jouets, mais il ne devait pas emmener leur mamie Madeleine. Elle expliqua que la vieille dame faisait partie de leur famille maintenant. Elle les aidait à faire leurs devoirs et racontait les plus belles histoires du monde. Le cœur de Maxime se brisa devant tant de pureté. L'homme implacable des salles de conseil d'administration sentit ses défenses s'effondrer. Il s'accroupit à la hauteur de la petite fille. Il lui caressa tendrement la joue. Il promit d'une voix rauque de ne jamais la priver de sa grand-mère de cœur. En se relevant, le regard de Maxime croisa celui de Céline. Il lut dans les yeux de cette jeune mère courageuse une noblesse d'âme qu'il n'avait jamais rencontrée dans son monde luxueux et superficiel. Une étincelle puissante s'alluma entre eux. La fête se poursuivait dans la douceur de la nuit, les verres de vin tindaient, les rires résonnaient de nouveau. Soudain, un bruit de lutte à l'avant de la propriété figea l'assemblée. La lourde porte du portail s'ouvrit à la volée, percutant violemment le mur de pierre. Laurent apparut dans la pénombre. L'ex-mari était dans un état lamentable, ses vêtements étaient tachés, son visage empourpré par une ivresse furieuse. Valérie l'avait finalement jeté à la rue avec ses valises. Désespéré, ruiné et humilié, il revenait exiger son droit d'asile dans la maison qu'il avait toujours méprisée. Il tituba vers le jardin, hurlant des insanités. Il exigeait les clés. Il s'avança dangereusement vers Céline, levant la main pour la menacer physiquement devant les enfants terrifiés. Mais avant que la main de l'ivrogne ne puisse s'abattre, une silhouette imposante s'interposa à la vitesse de l'éclair. C'était Maxime. L'homme d'affaires parisien attrapa le poignet de Laurent avec une force redoutable. Le craquement de l'articulation résonna dans la nuit. Maxime tordit le bras de l'agresseur, le pliant de douleur jusqu'au sol gravillonné. D'une voix d'un calme mortel, glacial et tranchant comme une lame de rasoir, Maxime lui murmura son avertissement. Il lui annonça qu'il allait détruire le reste de sa misérable vie s'il osait ne serait-ce que s'approcher à moins de 100 kilomètres de Céline et de ses enfants. Laurent, pleurnichant de douleur et de terreur, recula pitoyablement. Julien le gendarme s'avança pour l'embarquer officiellement au poste. La menace était définitivement écartée. La poussière retombait dans le jardin silencieux. Les enfants dormaient à l'étage, épuisés par les émotions de la journée. Céline s'était isolée dans l'ancienne grange pour retrouver un peu de paix intérieure. L'odeur familière de l'huile de lin calmait ses nerfs à vif. Elle entendit des pas discrets sur le sol jonché de paille. Maxime apparut dans l'encadrement de la porte de bois brut. La lumière jaune d'une baladeuse de chantier éclairait la pièce rustique. L'homme s'arrêta net. Son regard resta figé sur le chevalet installé au centre de la pièce. Il découvrit la grande toile peinte par Céline la veille de la fête. L'orage, les visages, la violence des sentiments jetés sur la toile. Il resta muet pendant de longues minutes. Le silence était électrique. Céline, gênée, essaya de couvrir la toile avec un vieux drap. Mais Maxime attrapa sa main avec douceur. Il s'approcha du tableau. Il n'était pas seulement un homme d'affaires, il était aussi un grand collectionneur d'art contemporain. Son regard expert décryptait chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur. Il se tourna vers Céline, stupéfait.
il déclara que cette œuvre était un chef-d'œuvre de l'expressionnisme moderne. Il avoua qu'il n'avait jamais vu une telle force émotionnelle de toute sa vie. La douleur, la résilience, la beauté brute, tout était là. Il la regarda droit dans les yeux. Sa voix tremblait d'une émotion contenue. Il lui promit solennellement que son talent n'allait plus jamais rester caché dans cette grange poussiéreuse. Il allait changer le cours de son destin. Une année entière s'était écoulée depuis cette nuit magique en Auvergne. L'effervescence régnait dans une prestigieuse galerie d'art contemporain au cœur de Lyon. Les hauts plafonds blancs, l'éclairage sophistiqué, le sol en marbre étincelant, une foule de critiques d'art, de journalistes et de collectionneurs fortunés se pressaient avec des coupes de champagne en cristal. Sur les murs immaculés étaient exposées les œuvres vibrantes de la nouvelle sensation du monde de l'art, Céline. Son ancienne vie de labeur et de misère était loin derrière elle. Elle portait une robe de soirée d'un vert émeraude éblouissant. Ses cheveux au burn encadraient un visage rayonnant de bonheur et d'assurance. À ses côtés, Maxime tenait sa main avec une fierté évidente. Leur amour était né de la reconnaissance, de l'admiration mutuelle et d'une passion dévorante. Les enfants, habillés avec une élégance raffinée, couraient sagement entre les invités de marque. Madame Madeleine, élégante dans son tailleur Chanel de la vieille époque, buvait les paroles des critiques vantant le génie de sa belle-fille adoptive. Céline regardait cette scène irréelle. Elle pensait à son passé, à l'orphelinat, au manteau déchiré d'Hugo, aux hivers glacés sans chauffage. Tout cela ressemblait désormais à une mauvaise série télévisée. Maxime se pencha pour lui murmurer des mots tendres à l'oreille. Céline sourit doucement. Elle glissa sa main sur son ventre, encore plat, mais porteur d'un secret merveilleux. La vie lui avait enlevé beaucoup, mais elle lui rendait aujourd'hui au centuple. La magie de l'existence opérait enfin en pleine lumière. La soirée de vernissage touchait à sa fin. Les derniers journalistes s'étaient retirés. La galerie d'art retrouvait son calme solennel. Maxime prit Céline dans ses bras, savourant le triomphe de la femme qu'il aimait profondément. C'est à cet instant de perfection absolue que Céline posa délicatement ses mains sur le visage de Maxime. Ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse et émue. D'une voix douce, elle lui fit la plus belle des révélations. Elle était enceinte de leur premier enfant. Maxime resta figé un quart de seconde. Puis un rire franc, massif, résonna sous les hauts plafonds blancs. Il la souleva dans les airs, la faisant tournoyer de bonheur sous le regard complice de Madame Madeleine et des enfants. L'épreuve douloureuse s'était transformée en un conte de fées inespéré. Merci d'avoir suivi l'incroyable destin de Céline, de la noirceur du désespoir à la lumière d'une nouvelle vie. Et vous, croyez-vous aux secondes chances et aux miracles de la vie? Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires cinématiques et de partager vos impressions dans les commentaires. Prenez soin de vous et gardez toujours espoir, même dans les moments les plus sombres.